Alors, je suis Corinne Jiquel. J'anime la plateforme reconversionenfranchise.com, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat féminin et la franchise. Et tout au long de l'année, j'anime des conférences, on délivre différents contenus pour faire avancer les femmes dans leurs projets professionnels vers l'entrepreneuriat. Et on aborde différents sujets comme celui-ci, très important aujourd'hui, qui est donc être maman et chef d'entreprise. Il est vrai que pour être vite dans le sujet, il est vrai que lors de mon activité, j'ai souvent en ligne des femmes qui veulent entreprendre, qui se posent beaucoup de questions euh, et qui me disent est-ce que c'est un frein d'être maman ou mère de famille quand on veut entreprendre ou qu'on est chef d'entreprise? Et là, évidemment, on a des réponses plutôt positives que négatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des femmes seulement sont entrepreneuses. Pourtant, l'État et différentes associations manifeste l'importance d'entreprendre. Je crois même que l'étude BPI a démontré qu'à peu près 70% des femmes pensent que l'entrepreneuriat est plus épanouissant que le salariat. Alors, il y a des freins. Ces freins, c'est la peur de ne pas réussir souvent. Alors, je ne sais pas si c'est... D'ailleurs, moi, je vous laisse réagir à chaud, si vous voulez, avec les petites bulles, pour voir si vous avez des freins. Donc, c'est la peur souvent de ne pas réussir, la peur de ne pas réussir à jongler surtout entre ma vie professionnelle et ma vie de famille, les contraintes familiales, souvent désignées comme un facteur majeur, le manque de confiance, l'accès au financement et surtout la peur d'être seule et de ne pas réussir. Alors, j'ai voulu faire cette conférence un peu pour vous aider dans votre projet entrepreneurial, euh, parce que c'est vrai que est-ce que se lancer implique un investissement à chaque instant très fort au niveau familial, au niveau argent, au niveau compétences? Alors, comme je n'ai pas toutes les réponses, j'ai voulu faire appel à une experte. Alors, de quoi on a besoin pour être sécurisé? Est-ce que les solutions financières pour protéger la famille et son entreprise sont importantes? Pour répondre à cette question, j'ai voulu faire appel à une experte qui est à mes côtés et je vais vous présenter Axel Loiseau du cabinet Patria Conseil et partenaire d'AJP qui va pouvoir nous expliquer, nous donner des clés pour avancer sereinement. Axel, vous allez vous présenter. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que vous puissiez, si vous êtes d'accord, réagir à ce que je viens de vous dire, à savoir quels sont aujourd'hui les freins, les blocages que vous avez, si c'est votre cas, ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour avancer plus vite et sereinement et réussir à conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Voilà. Utilisez la Merci petite bulle Corinne, et je laisserai Axel y répondre. Voilà. Axel, très bien. en attendant, je vous laisse vous présenter. Merci Corinne. Donc je m'appelle Axel Bessot, moi je fais partie du cabinet Patria Conseil, ça fait un peu plus de 2 ans que j'y contribue. Et avec le soutien d'AJP, on a souhaité en fait travailler un petit peu plus auprès des femmes et leur apporter une vision claire sur le sujet. Comme tu disais Corinne, on a de plus en plus de femmes qui aimeraient entreprendre mais qui ne se lancent pas par rapport à des freins. Je compléterai ce que tu disais en disant que souvent c'est le syndrome un peu de l'imposteur, c'est-à-dire j'y arriverai pas, j'ai pas les épaules pour faire ça, je peux pas délaisser ma famille. Et ça, c'est un des freins qui revient assez souvent. C'est un frein que moi que j'ai pu avoir précédemment. Pour la petite histoire, il y a quelques années, je m'étais dit ah, je vais me lancer. Et en fait, par crainte de ne pas pouvoir gérer la maternité, de ne pas pouvoir avancer sereinement, j'ai mis en pause ce projet-là pour pouvoir, on va dire, apporter un peu plus de temps à ma famille. Finalement, en intégrant ce cabinet, j'ai découvert qu'il existait beaucoup de solutions financières et d'accompagnement, de soutien, et que finalement, la vie de famille pouvait être très bien gérée avec la vie professionnelle. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve souvent sur des études qui expliquent que finalement, il y a plus de 20% des femmes qui considèrent que c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait adapté, concilier vie pro et vie perso. Rapidement, pour vous situer qui on est et ce que l'on fait au quotidien, donc le cabinet Patria Conseil, c'est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est protection sociale et gestion de patrimoine. Donc, on accompagne les entrepreneurs au sens large, donc du plus petit au plus gros, sur tout ce qui est gestion de son patrimoine, ça c'est une première chose et ça paraît assez simple de compréhension. Sur la partie protection sociale, c'est faire face à des arrêts de travail, au décès, à l'invalidité, la maladie, la santé.
Donc, on vient accompagner ces entrepreneurs sur ces sujets-là parce que, contrairement aux salariés, on est son propre patron et donc il faut gérer ces besoins-là seul et la réglementation est assez lourde. Pour ce faire, donc nous, on est un cabinet qui est agent général pour le compte d'AXA et on distribue des contrats de la compagnie AJP. Donc AJP qui est une association qui conçoit les offres que l'on distribue dans sa grande partie et qui a toujours eu pour vocation de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, l'idée, c'est de leur apporter un maximum de visibilité, de soutien. Elles participent à énormément on va dire, de concours pour pouvoir leur apporter des soutiens financiers également. Et elle essaye d'être novatrice dans des solutions financières qui permettent de concilier vie perso et vie professionnelle. Voilà, Il y voilà a, ce que je il y pouvais a- te dire. voilà, juste en réaction, et merci d'avoir répondu. Je crois que c'est Myriam qui dit, moi, je me sens débordée. C'est Ouais. vrai que la peur d'être débordée quand on est chef d'entreprise et qu'on doit concilier, c'est quand même pas évident au quotidien. Euh, est-ce que, quel type, non, excusez-moi, quel type de femmes vous rencontrez? Est-ce que vous rencontrez des femmes qui ont envie d'être futurs entrepreneurs, quelle que soit la situation, auto-entrepreneur, en franchise ou autre, ou que des chefs d'entreprise déjà installés? Je retrouve deux types de profils. Soit quelqu'un qui est déjà installé et qui se pose des questions. Souvent, les femmes que je rencontre le plus souvent, c'est au moment de la maternité. Ah ben mince, j'ai un projet bébé où je suis enceinte, qu'est-ce qui peut se passer? Et le deuxième volet, c'est celles qui sont dans une démarche de création ou de reprise. J'ai un projet entrepreneurial, comment ça va se passer pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour savoir combien ça va me coûter, quelles sont les solutions financières, est-ce que j'ai le droit à ça, quel statut choisir. Ça fait aussi partie des questions que l'on nous pose. Alors, quand on est entrepreneur, c'est un cap à franchir, hein, on n'y va pas comme ça, la preuve. Et on a très peu de couverture sociale. C'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on est salarié, puisque en rentrant dans une entreprise, on bénéficie d'une mutuelle et d'une protection. Et souvent, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on ne pense pas à soi au départ, on pense à trouver un expert comptable, à trouver un banquier, à mettre tout en place, à définir son business plan, mais la protection, on n'y pense pas du tout. Et pourtant, c'est important. Alors, comment anticiper ce besoin de couverture sociale? Alors, déjà, c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on est salarié, tout est pris plus ou moins en charge, soit par contrainte, soit par désir de l'employeur de couvrir correctement ses salariés. Et demain, on doit se prendre en main. Il faut l'anticiper un maximum parce que on va éviter comme ça de renforcer cette peur de l'échec et d'accentuer cette insécurité qu'on peut avoir à entreprendre. Donc l'anticipation qu'on peut faire sur toute la couverture sociale, ça va aller de toute la partie arrêt de travail, accident, maladie, jusqu'à préparer sa retraite. On a pu en parler précédemment. Ça reste des sujets qui sont globalement très, 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 très mal anticipé par les entrepreneurs. Parce que, comme tu le disais, on va d'abord se tourner vers son banquier, son expert comptable, et on vient se tourner dans un second temps sur sa couverture sociale, alors que la base, ça reste ce sujet-là, pour la simple et bonne raison que quand on entreprend, on est son propre générateur de revenus. Si je peux pas travailler, en général, quand on démarre, on est un peu seul. Si je peux pas travailler, j'ai pas d'argent qui rentre parce que je suis plus en capacité de générer des revenus. Donc, c'est la base d'une activité sereine et d'un développement serein. Comme on dit souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, il faut toujours s'entourer d'experts. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, sur la partie couverture sociale, nous, on apporte en fait un aiguillage complet aux chefs d'entreprise ou aux futurs chefs d'entreprise sur quels sont mes droits par rapport aux cotisations sociales que je paye et quels sont les besoins que je vais avoir par la suite. À quel moment il faut anticiper ce, ce- ce- ce sujet de protection sociale? Est-ce que c'est vraiment au démarrage ou au bout de 6-7 mois d'activité? Alors, plutôt au démarrage. Déjà, par expérience, je dirais que si on ne le fait pas dès le départ, on a tendance à le laisser un peu de côté. Ça, c'est une première chose. Et si on n'anticipe pas dès le départ, on peut se retrouver face à la maladie. Il faut savoir que c'est toujours l'état de santé au moment
d'une adhésion d'un contrat d'assurance qui fera la qualité du contrat. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous voir quand vous avez déjà des problèmes de santé parce que on ne pourra pas traiter ce problème-là. On pourra traiter des futurs, mais jamais ceux qui sont déjà lancés. D'accord ? Donc, c'est toujours important de le faire dès le départ. Ça sécurise les femmes, ça sécurise des projets de maternité, ça évite de se retrouver dans la panade parce que c'est un vrai impact autant sur la société qu'à titre personnel. Alors justement, parlons-en. On va commencer par le volet personnel. Donc, que je sois enceinte, mère de famille avec X enfants, qu'est-ce que je peux faire pour anticiper? Et il est vrai que tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'a pas de problème, on n'y pense pas. Mais à un moment donné, ça peut arriver et c'est bien d'avoir des ressources extérieures. Moi, les seules ressources que je connais qui peuvent nous arriver, au départ, c'est grâce à Pôle emploi. On a des aides financières parce qu'on est indemnisé par Pôle emploi et on peut les utiliser. Mais sur la partie assurance et protection, même moi, je ne savais pas que ça existait, donc, ou du moins, je ne savais pas très bien comment les utiliser. Donc, merci Axel de donner quelques Je te réponses et remercie n'hésitez d'ailleurs pas à poser des questions tout au long de cette conférence. Je te remercie de souligner Pôle emploi. Effectivement, quand on est entrepreneur, on a souvent la chance de pouvoir bénéficier d'un petit coup de pouce de Pôle emploi. Alors, c'est super, mais il faut savoir que ce sont des aides qui sont temporaires. Donc, ça veut dire que déjà, elles ne sont pas pérennes, donc elles vont avoir une date de péremption. De deux, Pôle emploi, quand vous êtes en maladie, se met en pause, donc ce n'est pas un vrai soutien financier pour l'entreprise. Donc, c'est qu'une solution, on va dire, pansement, qui permet juste d'attendre, de le permettre à son entreprise de se lancer. Mais ça ne doit pas être une solution de protection sociale. On a mis dans un premier point la protection des revenus. Effectivement, c'est le premier socle en tant qu'entrepreneur que vous devez avoir en tête. Si je suis en capacité de générer des revenus, pas de souci. Si je ne suis pas en capacité de générer des revenus, il faut qu'on puisse me donner cette capacité-là pour pouvoir subvenir à mes besoins, maintenir mon train de vie, faire en sorte que tout se passe bien. Deuxième point, l'assistance en cas d'immobilisation. Alors, l'assistance au sens large, une femme, on a encore tendance en France à avoir quand même cette notion où la femme prend en charge beaucoup de choses d'un point de vue vie de famille. Donc, il est important d'aller se réfugier sur des contrats d'assistance, notamment, alors je vais soulever peut-être quelques questions parce que tout le monde ne connaît pas le principe, mais les garanties accidents de la vie, par exemple, qui sont des contrats qui sont là pour pouvoir vous apporter un petit coup de pouce sur l'organisation de la vie de tous les jours, du ménage, de l'école à la maison, du garde-malade, du déplacement chez le médecin et j'en passe, quand il nous est arrivé un pépin de santé. Donc ça, c'est un deuxième point qui reste important pour une famille. Ensuite, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir indemniser des séquelles. Si demain, vous avez, on se rend compte que vous êtes blessé et que vous allez avoir des séquelles toute votre vie, c'est toujours agréable de se dire qu'on va essayer de vous remettre dans des conditions financières qui vous permettent de ne pas avoir d'impact sur votre vie future. Je m'explique. Imaginons, j'étais formateur. Je ne sais pas quelle est la population que l'on a aujourd'hui, mais si je suis formateur et que demain je ne peux plus conduire de véhicule, je ne peux plus me rendre du coup dans des lieux de formation. Je peux encore faire de la visio, mais je ne pourrais plus travailler dans les mêmes conditions. Donc, on va venir aussi sur des contrats d'assurance indemniser des séquelles pour pouvoir pallier au manque de rémunération qui serait lié à cet handicap. Ensuite, c'est aussi rembourser des dettes. Bon, ça paraît assez évident, mais parce que les banques le demandent systématiquement. Quand on emprunte auprès d'un établissement bancaire à titre professionnel ou personnel, c'est aussi pouvoir rembourser ses dettes face à la maladie, mais aussi face à un décès qui serait prématuré. Donc, éviter de laisser à ses héritiers la charge de rembourser un crédit. Ne pas être à la charge ne pas être à la charge de vos proches à l'âge de la retraite. Donc, effectivement, à l'âge de la retraite, on peut pouvoir. L'idée d'être entrepreneur, c'est pas simplement vivre de son activité. C'est aussi de se dire qu'à la retraite, on veut être en capacité de continuer à vivre décemment et de ne pas demain être à la charge de ses proches financièrement parlant. Donc pour ça, il y a plusieurs leviers fiscaux qui existent et même en tant qu'entrepreneur, les choses sont vraiment facilitées
Et on est là aussi pour pouvoir vous apporter une vision claire et anticiper votre fiscalité. Parce que tout au long de votre carrière professionnelle, il y a des années où vous allez très bien gagner votre vie, et puis des années où on va gagner un petit peu moins par rapport à un contexte économique, par rapport à un contexte familial. Et donc, il est important aussi. Prenons le cas de la Covid. Est-ce que vous avez connu, Axel, là, des personnes qui ont dû arrêter leur activité ou qui n'avaient pas anticipé? Et est-ce qu'il y a eu des conséquences par rapport à la Covid, par exemple? Alors, par rapport à ce contexte-là, on a eu beaucoup de professionnels de santé qui ont pu exercer, mais d'autres qui n'ont pas pu exercer et qui ont été contraints d'être en arrêt de travail, qui ont été malades, tout simplement. Et ça a eu un impact très fort sur cette année-là sur la plupart des entrepreneurs. C'est des conséquences qui étaient inédites. Donc, la sécurité sociale a fait d'ailleurs bouger les choses depuis et a apporté un petit peu plus d'aide, donc un peu plus de charges sociales aussi aux entrepreneurs pour pouvoir les aider financièrement si demain on avait de nouveau un contexte sanitaire de la même ampleur. Mais il faut savoir que les cotisations que vous payez quand on est entrepreneur ne vous permettront jamais de bénéficier de ce que vous avez cotisé toute votre vie. Il ne faut pas rêver, on paye un petit peu les dettes des précédentes générations. Donc, quand vous cotisez sur un régime de sécurité sociale, un régime de retraite, on peut être certain que vous n'en verrez pas l'intégralité de la couleur, malheureusement. Donc, il est très important dès le départ, de démarrer pour votre retraite, de démarrer votre protection sociale pour être maître de votre avenir. Clairement, la force des intérêts composés, notamment sur la partie retraite, c'est plus on commence tôt, moins l'effort est important. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quand on se lance, et même potentiellement quand on est salarié, c'est de démarrer tout ce qui est retraite à même 30 ans, 35 ans, pour éviter d'avoir un effort financier fort à faire plus tard et se retrouver un peu le bec dans l'eau en se disant mince, j'ai cotisé, je pensais que j'allais avoir le droit à quelque chose, finalement, j'ai le droit à vraiment pas grand-chose. Et c'est de plus en plus vrai. Oui. Est-ce que dans un contrat comme ça d'assurance, on appelle ça, pour sa vie quotidienne, est-ce que la famille est prise en charge comme quand j'étais salariée, quand j'avais une mutuelle et une prévoyance quand j'étais salariée? Alors, il faut savoir qu'il existe des enveloppes fiscales quand on est entrepreneur qui s'appellent le Madelin, la loi Madelin. Ce sont des enveloppes qui permettent aux entrepreneurs de se protéger et de protéger leur famille face à toutes ces carences des régimes obligatoires. Donc, ça permet de pouvoir protéger face aux besoins de santé, donc tout ce qui est complémentaire santé mutuelle, vos enfants et vous-même, avec des avantages financiers. Ça permet également d'apporter une couverture en prévoyance avec des avantages fiscaux, là encore, pour protéger ses revenus. Ça permet également de commencer à travailler sur sa retraite, autant si on est salarié ou qu'on est entrepreneur, là aussi avec des avantages fiscaux. Donc, ce sont des solutions qui viennent couvrir l'intégralité de la famille, qui permettent pour chaque situation de personnaliser sa couverture en fonction de ses besoins. Merci Axel. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au volet entreprise. Pouvons-nous anticiper de la même manière les risques pour son entreprise, son activité professionnelle? N'hésitez pas si vous avez des questions. On a pu voir sur le volet famille qu'effectivement, on pouvait se couvrir face à la maladie, donc tout ce qui va être arrêt de travail, maladie, accident, l'invalidité qui est souvent les conséquences, le décès, la retraite. Il faut savoir que d'un point de vue entreprise, on peut retrouver la même chose parce que mine de rien, quand on est en entreprise, on peut se retrouver avec un impact financier qui est encore plus lourd. Je m'explique, je suis chef d'entreprise dans une société avec ma secrétaire qui m'accompagne au quotidien. Si je suis arrêtée demain, mine de rien, c'est moi qui faisais rentrer du chiffre d'affaires dans mon entreprise. Donc, il faut savoir que si je suis arrêtée, on peut de la même manière que sur la partie personnelle, couvrir l'impact professionnel, c'est-à-dire permettre à l'entreprise de continuer à honorer ses charges, permettre à l'entreprise de continuer de maintenir sa marge si nécessaire et de me remplacer si l'arrêt était trop lourd. Donc tout ça, ça permet de sécuriser la pérennité de votre entreprise. On a de la même manière la possibilité d'assurer les emprunts bancaires.
donc pour pouvoir faire en sorte de ne pas laisser de dettes à vos entreprises. Mais en cas de décès, souvent, ce qui est mal anticipé, c'est si demain je venais à disparaître, j'ai toujours une salariée qui appartient à la société. La société ne disparaît pas du jour au lendemain. Ce sont mes héritiers qui vont devoir liquider l'entreprise, donc la fermer. Et pour cela, ils vont devoir licencier cette salariée. Tout ça, ça a un coût. Donc, il y a des coûts qui sont liés au licenciement, il y a des coûts qui sont liés à des charges sociales qui n'étaient pas encore payées, des factures que je n'avais pas encore honorées, et j'en passe. On peut se retrouver dans une situation financière très, très délicate pour les héritiers. Et donc, c'est très important, au-delà de la protection de vos revenus, d'aller couvrir aussi toute la partie charges fixes et risque de disparition prématurée sur la société. Enfin, il y a un autre volet que j'affectionne particulièrement, c'est la couverture entre associés. Si je m'associe demain avec quelqu'un, il est important de pouvoir lui permettre de garder le contrôle de l'entreprise. Je ne pense pas que si je suis associée à Madame Dupont, elle ait très envie de faire affaire avec mon conjoint et mes enfants si je venais à disparaître, puisque ce n'est pas avec eux qu'elle a entrepris cette aventure de chef d'entreprise. Donc, l'idée, c'est aussi de lui donner les capacités financières en lui affectant un capital si je venais à disparaître et lui permettre de garder le contrôle de l'entreprise. Ça, ce sont des choses qui peuvent fonctionner avec un accompagnement, bien évidemment, de conseils avocats, notaires, experts comptables, puisque ce n'est pas des choses qu'on fait seul. C'est important d'être entouré. Hein. Et on anticipe comme ça des scénarios catastrophes, donc au travers de mandats de protection future, de statuts, de pactes d'associés, afin que tout se passe bien. Que la disparition de quelqu'un ne laisse pas les concurrents, on va dire, attaquer le marché, que ça ne laisse pas les clients, on va dire, en déperdition, parce que mine de rien, on se dit on va vendre l'entreprise. Très bien. Mais entre le décès et le jour où on aura vendu, il se sera peut-être passé 2 ans. Et en 2 ans, quand on perd un associé, on perd peut-être toute l'organisation, peut-être toute la force commerciale de l'activité. Donc ça, c'est assez important et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. On le retrouve de plus en plus d'ailleurs dans certains cabinets d'avocats qui systématiquement auprès de leurs clients vont pousser leurs clients à s'orienter vers des couvertures croisées entre eux pour éviter ces risques-là. Choisir la Alors, bonne structure. Oui. moi, je me pose une question. Toujours pas de question, c'est-à-dire que tu réponds à tout, c'est parfait. Moi, je me pose une question, c'est si demain je devais arrêter ma société pour X, Y Oui. raison. Alors, elle est peut-être idiote, ma question, mais je la pose parce que ça peut m'arriver. Et que j'ai pris des assurances, est-ce que j'ai un minima de garantie sociale, puisque j'ai plus le droit au chômage normalement, est-ce que je peux bénéficier grâce à ces contrats d'une somme qui me revient chaque mois parce que j'ai pris les devants? Voilà. Je Alors, dépose le bilan ou non. sur cette partie financière, on ne va pas retrouver, on va dire, de couverture qui va vous indemniser. On a quelques aides de la part de l'État qui vont venir compléter. Par contre, il est tout à fait possible de se constituer un capital faillite. C'est-à-dire, je fais en sorte qu'au travers de ma société, j'utilise les leviers d'épargne qui existent pour pouvoir me constituer un capital pour, si j'ai un pépin, et éviter de se retrouver dans la panade. En tout cas, il n'y a pas d'assurance faillite à proprement parler dans notre activité. C'est plutôt, on peut se constituer son propre capital. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? On va continuer. Hop. Alors, Axel, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-on envisager ces couvertures déjà pour toutes les sociétés? On a une question, Corinne. Oui. Vas-y, réponds. Voilà. C'est comment se constituer un propre ouais. capital faillite via un PEE. Alors, rappelle ce que c'est un PEE. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, voilà. Le plan épargne entreprise. Donc, aujourd'hui, il existe plusieurs solutions financières qui existent au sein d'une entreprise. On peut faire le plan épargne entreprise. On peut potentiellement aussi faire ce qu'on appelle des PERO, des PER obligatoires. On pourrait aussi se faire son propre capital faillite au travers d'une assurance vie personnelle. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, alors, je vais peut-être pas faire le détail de chaque solution financière parce que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais quand je dis se constituer son propre capital faillite, c'est de se dire, ben voilà, moi, si demain j'ai un pépin et je suis obligée de fermer mon entreprise, j'ai besoin de X euros.
Et ces X euros, il faut que je puisse les avoir constitués en 2 ou 3 ans parce que ça sera potentiellement la fin de mon chômage, potentiellement la fin de ce cursus de lancement de chef d'entreprise. Donc, il faut que j'ai X euros le temps de me permettre de trouver une autre solution. Donc, en fait, il n'y a pas une seule règle. On va dire que chaque situation est différente et que on va pouvoir aller chercher, fonction de la situation personnelle de chacun, une solution financière la moins coûteuse possible pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Sur la liquidation d'entreprise, par exemple, on a souvent la possibilité de débloquer les contrats retraite que l'on fait. Donc, si on démarre sur un contrat retraite qu'on a lancé au sein de son entreprise ou à titre personnel, on pourrait très bien, le jour où on ferme son entreprise, débloquer la somme en question pour pouvoir subvenir à ses besoins. On est quand même dans un cas exceptionnel, hein. Le but de se lancer en entreprise, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation de liquidation d'entreprise, mais ça peut arriver. Donc, je ne peux que conseiller de constituer cette espèce de capital faillite qui est aussi un capital retraite pour plus tard. Ça veut dire que quand on crée une société, Oui, ben, quand on dit souvent on part et on crée une société avec 1 euro, ça n'existe pas. Et là, il faut vraiment anticiper, c'est-à-dire que je pense qu'il faut un fonds de roulement d'1 an en ce qui concerne ses revenus, hein. Mais à côté de ça, il y a des éléments financiers qu'il faut prendre en compte pour s'assurer au moins une activité pérenne. c'est ça. À Et combien ça, vous estimez à peu près? Alors, c'est peut-être idiot ma question, ça dépend peut-être du statut de la société, de plein de choses. Mais on peut estimer une enveloppe à peu près? Combien ça représente quoi? en budget? Oui, si, voilà. Alors, en Si je suis termes de une budget, famille avec 2 enfants ou si je suis enceinte et j'ai une petite SASU et je travaille seule, voilà. alors, Ouais. il y a plusieurs choses. Effectivement, le statut de la société va avoir un impact, hein. Si je suis entrepreneur individuel, en micro-entreprise, si je suis en SARL ou en SASU, ça n'aura pas du tout le même impact financier et ça ne sera pas le même type de couverture. Il faut prendre en compte qu'il y a la partie retraite et il y a la partie prévoyance, qui va être donc la partie retraite, c'est la partie financière pour plus tard, c'est le risque d'être en vie en fait dans 30 ans. Et la partie prévoyance, c'est de faire face à l'arrêt de travail, l'accident, la maladie, le décès. Donc, pour tout ce qui est retraite, moi, je considère que si on s'y prend tôt, on peut rester sur des budgets à hauteur de 5% de sa rémunération tout au long de sa carrière et ça reste cohérent. Quand on n'a pas fait grand-chose, il faut plutôt aller sur 10% de sa rémunération. Ça n'empêche pas d'être propriétaire de sa résidence principale, de son local professionnel. Ça reste des piliers qui sont assez intéressants aussi. Mais si on doit parler de retraite financière, de retraite, on va dire, avec de l'épargne, c'est à peu près ces budgets-là. Pour la partie prévoyance, c'est très aléatoire d'une profession à l'autre. Une profession qui travaille plus avec son corps va avoir un budget prévoyance potentiellement plus élevé parce qu'on considère qu'il y a un risque plus fort d'arrêt de travail ou d'accident. Mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, je ne connais pas l'âge moyen des personnes qui sont ici, mais une personne de 30-35 ans avec un projet maternité et avec une rémunération moyenne de 2 500 euros, on peut se dire que c'est une cinquantaine d'euros par mois. Je, c'est des budgets qui sont très indicatifs parce que chaque situation est différente. Chaque personne a peut-être déjà une famille, peut-être déjà la capacité de se faire son propre assurance sur les premières semaines d'arrêt de travail. Vraiment, c'est très aléatoire et ça dépend aussi du dossier médical. L'état de santé, au moment de l'adhésion, va créer soit des exclusions, soit des majorations, soit être accepté au tarif standard. Donc là aussi, ça a un impact sur le futur et ça nécessite quand même de se renseigner un petit peu plus aisément. Je dis souvent à mes entrepreneurs que leur budget prévoyance, c'est leur budget complémentaire santé, pour donner un ordre d'idée à chacun. Donc, si vous avez un budget de 100 euros sur votre complémentaire santé, dites-vous que sur la prévoyance, ça sera à peu près la même chose par rapport à votre âge pour répondre à ces questions. Alors, évidemment, les conseils sont les bienvenus. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? On vous a fait un petit tableau que je vous invite à lire et que va commenter simplement Axel. Et je crois qu'il y a une question. Ouais. Alors, on va d'abord répondre à la question, est-ce que la prévoyance fait partie du budget personnel ou du budget de l'entreprise? Bien vu. Alors, tout dépendra de votre statut. Si vous êtes travailleur non salarié, donc en entreprise individuelle avec comptabilité, en SARL, on peut dire que c'est un budget professionnel puisque vous êtes dans le cadre de la loi Madelin et donc vous pouvez déduire cette charge professionnellement.
Si par contre, vous êtes en micro-entreprise, vous ne déduisez rien. Donc, dans ces cas-là, c'est une dépense qui est dite personnelle. Et si vous êtes en SAS, vous pouvez tout à fait prendre cette charge en professionnel ou en personnel. Ça sera vous qui déciderez de ça. Il faut savoir que vous êtes assimilé salarié en SAS. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place un contrat de mutuelle pour vous au sein de la société, toutes les personnes du même collège, donc pour vous, tous les cadres de l'entreprise, auraient la même mutuelle demain. Est-ce que, moi j'ai une autre question, est-ce que cette prévoyance ou ces assurances, c'est déductible de nos impôts? Alors, c'est déductible de la rémunération du dirigeant si on est en Madelin. Si on n'est pas en Madelin, ce n'est pas déductible de nos impôts sur le revenu. C'est déductible des impôts sur la société du moment où on le déduit. Donc, tous ces paramètres, en fin de compte, en fonction de sa situation, on va en parler tout à l'heure, il faut s'entourer d'experts. Donc, il faut mettre tout sur la table et bien définir sa stratégie en fonction de sa famille, de son statut et des aléas de la vie. C'est bien ça? C'est ça. C'est bien, j'ai tout compris. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Voilà. Alors, rapidement, donc, ce qu'il ne faut pas faire est à gauche. Donc, je choisis le même statut qu'une amie. Elle me donnera des conseils sur les démarches. Alors ça, c'est effectivement des choses que je peux rencontrer. J'ai fait pareil que ma copine. On est toutes les deux coach. Elle a démarré comme ça, alors je démarre comme ça. Non, surtout, on ne fait pas. On choisit son statut en fonction de ses objectifs et on regarde l'impact fiscal, mais aussi social. Il faut savoir qu'on a toujours deux volets en France. On a toujours la partie impôt, mais il y a aussi la partie charge sociale qu'on a tendance à délaisser de côté parce qu'elle nous rattrape très rapidement et elle vous donne des droits différents en fonction des statuts que l'on choisit. Donc, toujours bien se référer là-dessus. D'ailleurs, on pourra, si vous le souhaitez, ceux qui le veulent, qui se manifestent, vous envoyer le lien de simulateur URSSAF qui existe pour comparer les statuts et l'impact fiscal et social de chaque statut et comprendre un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième point, j'attends d'avoir les premiers symptômes pour souscrire un contrat. Comme ça, j'économise et puis je le résilie après. Alors ça, c'est le grand classique. Effectivement, je me suis aperçue que chez les femmes, la notion de prévoyance était souvent souscrite au moment où il y avait un projet bébé. Alors en soi, c'est très bien parce qu'effectivement, il faut le faire avant de tomber enceinte et au moins 3-4 mois avant. Ça dépend des contrats, mais voilà à peu près l'idée. Mais si vous le résiliez après, vous perdez tout l'intérêt du contrat. Il faut savoir que c'est en fait votre seul garde-fou toute votre vie. C'est la seule personne, enfin, c'est la seule personne. C'est le seul type de contrat qui va vous garantir une rémunération tout au long de votre carrière. C'est-à-dire que la Sécu, elle, va regarder votre niveau de rémunération antérieur, va regarder si vous êtes affilié depuis X mois, va vous dire, ah ben non, finalement, votre chômage, il est terminé. Là, votre contrat, c'est vous qui avez la maîtrise de choisir les couvertures souhaitées. Donc, profitez-en et conservez-le parce que c'est votre garde-fou toute votre vie. Et si vous prenez suffisamment tôt, votre état de santé sera peut-être un peu plus sympa. Et donc, vous n'aurez pas d'exclusion, une majoration. Et donc, vous aurez un super contrat qualitatif. Donc, je souscris mon contrat au plus tôt et c'est l'état de santé au moment de l'adhésion qui fixe les conditions. On évite ainsi que l'assureur refuse de payer. Donc ça, c'est pour la partie prévoyance. C'est bon, j'ai un peu d'épargne et de trésorerie sur mon compte et au pire, mon assurance de prêt indemnisera le prêt de ma maison. Et oui, mais si aujourd'hui, tu as mis peut-être 15 ans à construire tout ça, ça serait un peu dommage de tout perdre suite à un accident ou une maladie. Encore une fois, je ne parle pas d'une grippe. Je parle plutôt de choses très impactantes dans la vie de tous les jours qui auraient des conséquences soit répétées, soit des conséquences sur le long terme. Ça peut arriver à tout le monde et à tout âge. Il n'y a personne qui est invincible face à tout ça. Encore une fois, cet argent était peut-être là pour d'autres projets. Quand on a constitué un petit peu d'épargne, on est content et on se dit qu'on s'en servira pour faire telle ou telle chose. Ça serait dommage de tout recommencer à zéro. C'est bon, j'ai tout mis en place, plus besoin d'en parler. Je suis parée. La vie, elle évolue. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on démarre avec une couverture que dans un an ou deux, cette couverture, elle sera toujours raccord. Il faut faire en sorte qu'elle corresponde toujours à la situation pour éviter les mauvaises surprises. Pour la petite anecdote, on avait un entrepreneur au cabinet qui nous a sollicité pour sa couverture. Et puis, quelques années plus tard,
nous demande de l'indemniser par rapport à son arrêt de travail. C'était sur 6 mois. Finalement, la personne n'avait jamais honoré ses rendez-vous sur lesquels on avait sollicité plusieurs fois pour pouvoir justement faire en sorte de mettre à jour son contrat. Et elle s'est retrouvée avec 50% de moins que ses réels besoins. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle s'est lancée et le moment où elle en a eu besoin, ben, ses besoins encore une fois, ça, je me répète, mais ses besoins ont fortement évolué et elle s'est retrouvée à ne pas se payer et à utiliser l'intégralité de son indemnité pour payer ses charges d'entreprise. Donc, c'est un peu malheureux, c'est un peu triste parce que finalement, elle avait fait ce qu'il fallait, mais elle n'était pas allée jusqu'au bout de la démarche. Donc, le mettre en place, c'est bien, mais le faire évoluer, c'est encore mieux. Alors, sur les parties négatives, La vie évolue et tes besoins aussi. Tu ne peux pas tout anticiper. Cela ne correspond plus à ta situation. Cela n'a plus la même pertinence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Axel? Oui, tu m'as entendu? Non, non, je t'écoute. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Du coup, donc on a vu, est-ce que vous avez des questions à poser à Axel? Et puis évidemment, il faut se faire entourer d'experts. Alors, vous êtes une experte, avant qu'on parle de ce slide, en protection sociale. Est-ce qu'il faut aller voir obligatoirement un agent individuel ou est-ce que d'autres organismes, en général, euh, par exemple, on dit souvent, si je prends le financement d'un projet, le banquier dit, on ne va pas aller voir son interlocuteur pour sa vie personnelle, pour créer sa boîte. Donc, on a une personne bien spécialisée, que ce soit pour le financement en entreprise ou en franchise. Est-ce que vous, de votre côté, c'est pareil? Alors, nous, c'est pareil. Effectivement, il existe plusieurs réseaux de distribution de manière générale. Donc, le réseau de distribution pour les contrats AGP, c'est un réseau d'agents général. Donc, l'agent général, contrairement au réseau de salariés, de courtiers, de banques assureurs. C'est un réseau qui est donc on est indépendant, on a un statut d'indépendant au sein de l'activité économique et on a une profession qui est dite réglementée. Donc ça veut dire que je peux pas faire ce que je veux. On est très attaché au conseil et on est là de la souscription jusqu'à l'indemnisation. Donc on gère l'intégralité de la relation avec nos clients. Donc ça c'est souvent un gage de qualité, de gain de temps, d'expertise. Le réseau de salariés de banque assureurs, c'est surtout un réseau qui est avec différentes strates. Donc, on va avoir un service indemnisation, un service juridique, un service à résiliation, et puis on a les commerciaux qui sont plutôt en face des clients. Les courtiers ont un statut d'indépendant au même titre que nous, mais ils sont commerçants en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils n'engagent pas la compagnie dans leurs conseils, contrairement à nous en tant qu'agents généraux. On engage systématiquement au niveau de notre signature toute la compagnie sur les conseils qu'on peut donner aux professionnels. Alors, comment choisir? Voilà. Comment choisir, parce que vous êtes nombreux sur la place de Paris, mais comment choisir pour ne pas se tromper par rapport à son statut? Il y a peut-être des questions clés. On vous enverra de toute façon, tout à l'heure, on nous a posé les questions, on vous verra, après la conférence, on vous enverra un certain nombre d'informations écrites. Mais moi, ça m'intéresse de savoir voilà, comment on choisit. Alors, comment on choisit? Donc, on disait là ici, s'entourer d'experts. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire tout seul. En tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'être entouré. On vient choisir son expert comptable, par exemple, par rapport à la relation de confiance qu'on va pouvoir avoir avec lui, par rapport, on va dire, à un partage de développement d'entreprise commun. Il ne faut pas se dire que son comptable est simplement là pour produire un bilan comptable. Il faut aller un petit peu plus loin avec lui. Ça coûte des fois un petit peu d'argent en plus, mais c'est un vrai plus dans l'accompagnement. Euh, pour la partie assurantielle comme nous, on va avoir un besoin de trouver un interlocuteur qui va être spécialisé dans notre domaine ou qui connaît déjà notre activité. On va avoir besoin de quelqu'un qui comprend là où on va aller, qui peut accompagner les projets, qui soit en capacité d'avoir une vision un peu holistique, c'est-à-dire une vision assez globale du monde de l'entrepreneur. On n'est pas là pour faire
le boulot d'un expert comptable, d'un notaire, d'un avocat. Ça reste indispensable dans notre entourage, mais on ne fait pas leur job à leur place. Mais on est souvent un relais d'information. C'est-à-dire, bah, tiens, là, j'ai vu que tu avais commencé ton activité en micro-entreprise, mais tu as vu, tu as une forte évolution de charge, tu as une forte évolution de ta rémunération. Peut-être que tu devrais changer de statut. Ça devient pertinent. Ce n'est pas nous qui faisons le changement de statut, c'est toujours l'expert comptable. On va pouvoir tourner aussi nos clients quand on voit des coquilles sur certains documents juridiques qui ne correspondent pas à leur situation. Non pas qu'ils sont mal rédigés, mais qui ont été rédigés sans penser aux conséquences futures. Donc, ça peut être intéressant aussi de pouvoir retravailler tous ensemble. Donc, souvent, on se met à plusieurs. Ça nous arrive régulièrement de se mettre en relation avec les avocats, les notaires, les experts comptables, de manière à pouvoir apporter un service qui soit le plus personnalisé possible aux clients. Chacun est libre de choisir effectivement son réseau de distribution en assurance. Je reste persuadée qu'en tant qu'indépendant, choisir un indépendant est quand même plus facile en termes de discours parce que vous parlez à un indépendant, il sait ce que vous avez l'habitude de vivre, il sait quelles charges vous avez l'habitude de payer parce qu'il le vit déjà au quotidien. Alors que s'adresser à un réseau de salariés, non pas que c'est mauvais, mais c'est plutôt plus adapté à des personnes qui sont justement salariées parce que ils ont les mêmes réflexes. Il en va de même sur le partenaire financier. Hein. Il faut qu'ils comprennent votre projet. Ne choisissez pas un partenaire financier juste pour une question de taux, parce que c'est un partenaire qui va être là pour vous accompagner tout au long de votre vie. Donc, quand il y aura un souci, bah, c'est vers lui que vous allez vous tourner. Alors, certes, les banquiers vont tendance à avoir des changements de poste réguliers, mais profitez de choisir une banque qui a des certaines valeurs pour pouvoir faire en sorte d'être accompagné sur le long terme sans trop de difficultés. Quand je mets couvrir les... Ouais. Je profite juste pour dire que si certaines personnes, et on va continuer, Axel, vite, parce que la conférence termine bientôt. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui est expertise comptable et financement, allez plutôt voir, ou même avocat, allez plutôt voir un expert de la franchise si la thématique de la franchise pour créer votre boîte vous intéresse. Petit détail. C'est ça, chaque profession a sa spécialité. Dernier point, c'était couvrir les risques obligatoires. Donc, couvrir les risques obligatoires, c'est simplement de la même façon qu'on vient d'évoquer notre profession en tant qu'agent général spécialisé en protection sociale et patrimoniale, c'est couvrir les risques obligatoires d'assurance, donc la responsabilité civile, l'assurance des locaux, ce genre de choses. Ben, on a les mêmes interlocuteurs, les réseaux de salariés, les indépendants de type courtier et les agents généraux. Là encore, tournez-vous vers des personnes qui sont indépendantes et qui peuvent gérer pour vous ces contrats-là et qui vous comprennent, qui ont les mêmes problématiques. C'est plus facile de discuter avec ces gens-là. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont créé leur entreprise, comme je disais, et d'autres qui réfléchissent à un projet d'entreprise. Juste pour vous rappeler les formes d'entrepreneuriat qui existent. Donc, il y a, Axel, la création et la reprise d'entreprise. La création, oui, où on part de rien. Hein. La création ex nihilo, c'est ce que ça signifie. Je démarre de zéro. Il y a la reprise d'entreprise, je reprends une activité déjà en route, mais il y a également la création ou la reprise sous la forme de franchise. Et je pense que là, Corinne, tu peux peut-être nous aiguiller plus précisément. Quels sont les avantages? Alors, la franchise, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la définition, c'est quoi? C'est pouvoir créer son activité ou reprendre une activité existante, que ce soit un commerce ou une activité de conseil ou de service, en s'appuyant sur le savoir-faire, l'expertise et la marque d'une autre entreprise qu'on va appeler le franchiseur. Donc, vous pouvez créer votre entreprise si vous n'avez pas d'idée, si vous ne voulez pas partir seul, si vous voulez être accompagné, en vous appuyant sur un réseau de franchise. Et ces réseaux de franchise, il y en a dans énormément de secteurs d'activité, que ce soit dans du commerce, que ce soit dans les services aux particuliers, des services à la personne qui sont liés à la loi Borloo, tout ce qui est à domicile, je dirais, les services aux entreprises, donc il y a une variété de métiers, et ça permet donc d'aller plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que 76% d'anciens salariés ont opté pour la franchise pour entreprendre, et ça permet surtout quand on veut se réinventer et se créer une nouvelle vie professionnelle, et ben c'est quand même
un point important pour créer son activité en minimisant les risques et avec plus de facilité. Juste un autre chiffre, puisqu'on est sur l'entrepreneuriat féminin, 66% des femmes qui ont entrepris en franchise ont carrément changé d'activité. Elles sont une franchisée sur 4, tous secteurs confondus, à avoir opté pour un réseau de franchise. Donc, c'est une solution. Et d'ailleurs, c'est une solution, si ça vous intéresse, on peut en parler, puisque moi, j'organise un événement, puisque je suis spécialisée sur l'entrepreneuriat féminin en franchise. Je vous propose 2 événements qui sont bientôt d'actualité, donc à l'aube de la Journée internationale des droits des femmes, donc le 8 mars jusqu'au 8 avril. Vous pouvez gratuitement participer à l'événement 30 jours, je dis oui à la franchise. Donc, vous verrez en dessous le site web. C'est gratuit. C'est un cycle de 9 conférences, un accès à Franchise Expo. Et puis, à droite, vous voyez un concours. Alors, pour celles qui sont là et qui veulent entreprendre en franchise, les experts, donc les experts comme le banquier, comme Inextenso pour le business plan. On va proposer aussi du business coaching pour accompagner les franchiseurs, le choix de les candidats à la franchise, pardon, le choix de l'enseigne. Bref, si vous participez au concours Un métier d'enseigne, vous pouvez gagner jusqu'à 6 500 € d'accompagnement par nos experts. Il faut juste candidater jusqu'au 22 mars, c'est gratuit. Alors profitez-en parce que les retours d'expérience des lauréates sont plutôt positifs d'avoir été là aussi, comme vous, Axel, sur la partie protection, être accompagné pour créer son activité avec sérénité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin. Alors, qui peut nous accompagner? J'ai trouvé Francis, je me disais, ah bah voilà, bah, très bien, Malika. Bah, Malika, vous allez sur Reconversion Franchise ou sans ça, vous m'envoyez un petit mail. Voilà, hop là, voilà, corinnejiquel@reconversionfranchise.com. Pendant ce mois-là, du 8 mars au 8 avril, je propose des coachings gratuits. Vous pouvez échanger avec moi. Si vous avez un projet en franchise, je peux vous donner des clés. En tout cas, la franchise est une solution. Et même en franchise, on est commerçant indépendant, on est entrepreneur, soit en SASU, soit en SARL, soit avec des packs d'associés. Et ce que vous avez dit, Axel, est complètement légitime et important, puisqu'on est quand même un entrepreneur, franchise ou pas franchise. On est bien. La conclusion, c'est celle-ci. Et j'ai pour habitude d'accompagner quand même quelques franchiseurs et franchisés. Oui. Les problématiques restent les mêmes. La seule chose, c'est que vous faites partie d'une communauté déjà existante. Et c'est un vrai plus. Il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers ces modèles-là pour cette notion de communauté et de partage et de faire partie d'un groupe déjà existant. Ah oui, la force de la franchise. Ouais. La force de la franchise, c'est… Oui, pardon, vas-y. J'ai envoyé à Noémie par mail le lien pour les simulateurs URSAF. Très bien. Voilà. Si elle peut les mettre dans la conversation. Pour finir sur la franchise, un point, c'est que vous pouvez, quel que soit votre âge, quel que soit votre diplôme, pouvoir changer de métier et être formé par un franchiseur qui va vous accompagner tout au long de votre activité. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment toutes pour votre participation. Je vous enverrai des liens donc, concernant cet événement des 30 jours, donc un cycle de conférences. Axel, on reste à votre disposition. Vous recevrez aussi les informations d'Axel en suivant cette conférence par mail. En tout cas, merci.